Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Inviva, l'émission qui se veut bousculer les codes de l'entrepreneuriat. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous nous écoutez, c'est que vous aussi vous avez envie d'un changement autour de l'image que véhicule l'entrepreneuriat, qui peuvent être parfois des freins, ou alors un changement au sein même de l'entrepreneuriat, que cet entrepreneuriat ait plus d'impact social, sociétal ou environnemental. Et bien ici, on va parler de certains clichés, tantôt assez binaires ou assez incisifs. Et l'idée, c'est de donner à réfléchir et à débattre. Moi, je suis Maëlle et je vais être votre animatrice pour cette émission avec mes invités. Bonjour. Je vais vous demander chacun de vous présenter. Alors du coup, je m'appelle Pierre Hugues, j'ai 26 ans, j'habite à Paris et il y a 3 ans, j'ai commencé à créer une entreprise avec un ami qui s'appelle Parle à Papy. Et en gros, le concept, c'est de permettre aux familles d'envoyer facilement des nouvelles à leurs grands-parents directement depuis un téléphone, donc depuis un compte WhatsApp. On envoie des petites photos, des petits messages dans WhatsApp. Et à la fin du mois, Parle à Papy se charge de récupérer toutes ces photos, de les mettre en forme, de les imprimer. Donc c'est un format papier qui est envoyé par la poste et qui arrive chez les grands-parents à la fin du mois. Donc ça, c'est ce qu'on a créé il y a 3 ans. Et je suis très content d'être ici pour discuter avec vous. C'est un super projet. Hein. Franchement, bravo. Bonjour, et donc moi je m'appelle Mélanie, donc je suis la directrice générale d'Enactos. Donc Enactos, c'est une entreprise sociale qui accompagne les jeunes et les professionnels à développer leurs compétences pour innover au service de la société et de la planète. Et donc j'ai la chance aujourd'hui d'être avec une étudiante Enactos et un alumni Enactos donc qui est passé par le parcours. Trop chouette. Bonjour, je suis Léa, je suis étudiante en chirurgie dentaire, je suis en 4e année. J'ai commencé à créer mon projet cette année, donc je suis un peu loin de toi, mais l'idée c'est que c'est un projet dont le but est de diffuser des messages de prévention bucco-dentaire et on propose de faire des interventions dans les collèges ZEP afin de diffuser ces fameux messages. Voilà. Que de parcours, merci. Alors moi j'ai une petite question avant de commencer vraiment dans ces clichés et dans le vif du sujet. C'est quoi pour vous chacun entreprendre ? Vas-y. Moi je pense que entreprendre c'est vraiment voir les choses, voir le monde tel qu'il devrait être plutôt que tel qu'il est. Et je pense que c'est particulièrement vrai des entrepreneurs sociaux qui en fait voient des problèmes, veulent agir sur ces problèmes, que ce soit le dérèglement climatique, l'isolement des personnes âgées ou le manque de diversité dans les organisations par exemple. Et donc l'entrepreneur social, c'est celui qui va innover, essayer de trouver une solution à mettre en œuvre. Ça peut être créer une appli pour guider les consommateurs, pour faire sa transition écologique. Ça peut être des nouvelles méthodes de recrutement inclusif pour justement faire changer l'état de la société et du monde, trouver une solution après un modèle économique pérenne qui permette à cette innovation de s'installer et de rester dans la société. C'était très court. Franchement, bravo, très efficace, très engagé. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi j'aime bien de parler de façon lapidaire, mais l'idée c'est que pour moi on part d'une émotion, pour moi c'est on est motivé ou on a envie d'aider, et après concrètement on se dit j'ai envie de passer à l'action, je peux pas me permettre de laisser cette envie rester dans un coin de ma tête, j'ai vraiment besoin d'agir, c'est un besoin, enfin en tout cas pour moi ça a été ça. Et je me suis dit, dans tous les cas, quoi que je fasse, même si ça ne réussit pas mon projet, il faut que je le fasse, sinon je vais regretter. Donc pour moi, l'idée, c'est ça, entreprendre. Et du coup, moi, je dirais un peu ce que vous dites toutes les deux. Je dirais qu'il y a une partie de j'ai envie, avec mon équipe, de changer les choses. Ça part aussi du fait d'une volonté et d'une motivation qu'on a de changer ça. Et je dirais que ça se traduit au niveau personnel pour soi, être entrepreneur. Je me dis, je suis entrepreneur, je me lance un défi personnel de changer telle ou telle chose, que ce soit une entreprise, ça peut être plein de projets différents, pas forcément une entreprise. Et derrière, ce grand défi, il se décompose en plein de petits défis au quotidien, à savoir défis / des problèmes à résoudre au quotidien qui sont plein de mini petits pas qui vont amener à la résolution, à la potentielle résolution de ce défi, ou alors certainement que ça pourra dévier en cours de route vers autre chose, mais voilà, je dirais on se lance dans un grand défi qui se décompose en plein de petits problèmes à résoudre au quotidien. Je vois vraiment mon quotidien comme la résolution de problèmes au jour le jour, et c'est ça qui m'amuse aussi. Et le deuxième grand pan pour moi de ce qu'est être entrepreneur, c'est que on a ce défi, on a cette volonté de changer les choses, mais derrière, le gros boulot qu'on a, c'est
de motiver les gens qui vont bosser avec nous, de créer un peu la motivation au sein de l'équipe qui, en fait, le cœur du réacteur, c'est ça qui fera que ça marchera ou que ça marchera pas, quoi. Et donc, c'est ça le boulot au quotidien, quoi. C'est hyper inspirant. Merci. C'est vrai, ça réveille des émotions et ça nous donne tous envie vraiment de continuer à répondre à toutes ces belles missions qu'on se donne. Merci pour cette belle introduction. Avec plaisir. Du coup, je commence. Moi, j'ai une vraie question et je pense que je ne suis pas la seule. Est-ce que les étudiants, ils ne sont pas trop jeunes pour entreprendre ? Mais pour moi, c'est une évidence. Pour moi, c'est non. Parce qu'en fait, quand on part du principe qu'entreprendre, voilà, c'est d'appliquer et d'agir en fonction de l'émotion qu'on a, bah, entreprendre, ça peut être n'importe quel projet, en fait. Ça dépend de... C'est pas parce que, en fait, comment expliquer ça ? Il n'a pas une grande ampleur que ça ne l'est pas. Donc, mon projet, il vient d'être créé, mais ça ne veut pas dire que je n'entreprends pas. Et non, c'est vraiment, on n'a pas besoin de qualité, en tout cas, en soi, on n'a pas besoin d'une certaine expérience. Je pense que si on est motivé, on va se débrouiller pour avoir accès à certaines informations. Par Enactus, enfin, j'ai pu intégrer cette organisation très facilement. Et sur Internet, on a vraiment on a accès à des documents, enfin, on a de la chance, en fait. On a vraiment accès à plein d'informations et je pense qu'à partir du moment où on est motivé, on n'a aucun problème. Hein. Moi, je dirais, donc, comme toi, moi j'ai créé la boîte avec un copain étudiant quand on était étudiant. Il nous restait, je sais pas où t'en es toi, mais nous, il nous restait en gros 1 an et demi d'études au moment où on a lancé vraiment la boîte. Et du coup, quand on l'a lancé, on s'est pas du tout posé la question d'être étudiant, pas étudiant. On s'est plutôt dit, être étudiant, c'est potentiellement une super opportunité parce qu'en gros, on a le temps, on n'a pas de pression, on peut totalement foirer notre boîte d'ici 1 an et demi et il n'y aura pas de problème, ça n'aura pas d'impact sur ce qu'on fera plus tard. Donc en gros, il y avait d'une certaine manière, on avait peu de poids sur les épaules. Donc je pense que ça fait partie du bon moment pour lancer une boîte. Après, je dirais que quand on dit est-ce qu'on est trop jeune pour lancer une boîte en tant qu'étudiant, je pense que ça sous-entend en gros qu'on est jeune donc on n'a pas d'expérience. Donc en gros, est-ce qu'en ayant moins d'expérience, on est moins apte à monter une boîte ? Je pense que évidemment l'expérience ça aide à monter une boîte. Si je suis hyper expérimenté dans un secteur, parce que j'ai bossé 10 ans dedans, je vais avoir des bonnes idées certainement et je vais avoir des clés pour les résoudre. Donc là, je trouve ça quand même bien. Mais d'un autre côté, je me dis quand on a 10 ans d'expérience dans un secteur, on connaît peut-être aussi un peu trop de choses et le fait d'être vraiment un peu naïf. En tant qu'étudiant, tu débarques, tu dis il y a un problème, je vais le résoudre et comme tu n'es pas au courant de toutes les embûches que tu vas te prendre dans la tronche, tu le fais. Naïf, ouais. Tu le fais et tu te lances, donc c'est pas mal aussi. Être trop expérimenté, ça peut mettre un peu des barrières peut-être, je me dis. Mais ça me parle quand tu me dis, en fait, on n'a pas encore des financements et on peut se permettre de rater, c'est vrai. Et en plus, quand on est étudiant, en fait, on a déjà accès à un réseau. Et je pense qu'une fois qu'on a terminé les études, en fait, on est plus perdu. Donc l'idée de travailler ce projet en amont, ça permet de plus c'est tôt, mieux c'est, parce que justement, on a le temps de modifier notre offre qu'on va proposer. On a le temps de changer d'équipe aussi, parce que voilà, on va se rendre compte sur le long terme qu'il y a des personnes qui ne sont pas assez motivées. On a le droit de ne pas avoir d'expérience, mais par contre, si on n'est pas assez motivé, on ne va pas forcément s'améliorer. Et il me reste 3 ans, donc ça va, j'ai le temps. Ouais. Pas mal. Oui, quand tu es étudiant en chirurgie dentaire, c'est long. Et si tu veux faire un master en santé publique en plus, c'est encore plus long, ça dépend comment je m'organise, ouais. Mais je sais que j'ai beaucoup d'avantages à être encore étudiante. Du coup, tu as un deuxième défi qui sera potentiellement de combiner les deux à long terme. Si tu veux que Ah, c'est le but. Donc du coup, je pense, je sais pas à quoi ça ressemble des études en chirurgie dentaire, mais du coup, c'est vrai que mener tes études, si tu veux bien faire les deux, c'est souvent plus dur de bien faire 2 choses que de bien faire une chose. Du coup, j'imagine que c'est un challenge pour toi dans les 4 ans qui viennent. C'est un vrai challenge, mais c'est surtout un projet de vie. En fait, je sais que si notre projet ne fonctionne pas, en fait, tout ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant va me servir. Je me suis déjà fait un réseau et je sais que ces personnes-là ont envie de m'aider et j'ai envie de les aider parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi un échange. En fait, c'est pas moi j'ai envie d'atteindre mon but, c'est faire des rencontres, c'est rencontrer des personnes qui nous inspirent, qui vont nous donner des conseils. Et l'idée, c'est que oui, j'ai envie de continuer ce projet de vie. Je sais que peut-être que ça va pas fonctionner, peut-être je vais intégrer une autre organisation, peut-être que je vais créer un autre projet en parallèle. Donc en fait, c'est jamais perdu en fait ce qu'on fait.
Et puis même si ça s'arrête... On en voit plein en fait, des jeunes qui entreprennent à partir de 17, 18, 19 ans. Léo, l'année dernière, un étudiant qui a lancé un projet de mode éthique, il a eu l'idée, il a posé les briques de son projet dès le lycée. Donc voilà, ça ne lui a pas fait peur, il y est allé. L'année dernière aussi, l'équipe qui a gagné qui a été lauréate du festival Enactus, c'est un projet, donc les lunettes de Zach, une start-up de collecte, de reconditionnement de montures, donc à impact social et environnemental. Elle a lancé ce projet, elle avait 19 ans. Et pareil, elle s'est fait accompagner. Et je pense que c'est pas tant l'âge qui compte. On n'est pas trop jeune pour entreprendre ou trop senior pour entreprendre. C'est d'être accompagné, c'est d'avoir la capacité à oser entreprendre, d'avoir un peu, quelque part, cette confiance en soi et de se faire accompagner, en fait, de ne pas être seul. Et ça, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux face à ça, face à cette confiance, aussi au réseau. Puisqu'on le voit bien, il y a des territoires où c'est plus difficile d'entreprendre. On voit la différence, par exemple, entre le taux de création d'entreprise dans des territoires prioritaires et dans d'autres. Donc pour ça, il faut être accompagné. Et bon, il y a plein de programmes qui le font, comme Enactus, comme Les Déterminés, comme Make Sense, Positive Planet, Live for Good, etc. Et je pense que c'est ça le plus important. Pas rester seul, en tout cas au début. Peut-être qu'à des moments, on a moins besoin. Pas rester seul. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Pas rester seul et aussi... je pense qu'en gros... En tant qu'étudiant, peut-être que, en gros, comme on doit affronter au quotidien plein de problèmes à résoudre, en gros, le meilleur moyen souvent de résoudre un problème plus rapidement que si on l'avait fait tout seul, c'est d'être accompagné par des gens qui ont déjà eu ce problème. Et du coup, moi je dirais, quand on lance sa boîte en tant qu'étudiant, il faut vraiment pas hésiter une seconde à contacter des gens peut-être beaucoup plus vieux parce qui ont plein d'expérience, qui ont monté d'autres trucs et qui vont nous aider à résoudre les problèmes qu'on a au quotidien. Moi, c'est un de mes gros apprentissages, c'est de me dire, ok, dans 3 mois, on va avoir ce problème-là, je le sais, je ne l'ai jamais vu. Franchement, trouve quelqu'un qui l'a eu il y a 2 ans et qui va te dire comment t'y préparer pendant 3 mois. Oui, tu peux avoir ce réseau-là dans ton entourage perso, mais si tu ne l'as pas ou si tu as besoin de certaines compétences spécifiques, c'est un programme d'accompagnement qui va te permettre de l'avoir, d'avoir accès à des professionnels que tu n'aurais jamais pu rencontrer autrement. Et c'est vrai que c'est souvent le retour qu'on a, notamment dans des projets tech, de pouvoir rencontrer par exemple des professionnels d'un partenaire SAP ou autre. Pour des étudiants qui n'auraient pas forcément trouvé ce réseau-là, c'est vraiment un truc qui compte, quoi. Mais justement, moi j'entends tout ce que vous me dites et je me dis, je pense qu'un des freins qui a l'air quand même assez puissant, c'est cette inégalité d'accès à ces réseaux d'accompagnement, à tout ça. Je pense que dans vos expériences personnelles, vous avez l'air d'avoir croisé ces organismes d'accompagnement, et tous ceux qui ne les croisent pas. Est-ce que vraiment l'information est assez... visible pour qu'ils puissent y avoir accès et se lancer dans l'entrepreneuriat en ayant toute cette confiance en soi, cette ardeur qu'il faut, comme tu le disais, pour se lancer? Alors, l'idée, c'est que si on a envie de se construire un réseau, c'est bien de contacter un organisme, mais c'est pas grave si on le trouve pas tout de suite, en fait. Je pense qu'à partir du moment où on parle de son projet, de son envie, mais vraiment à tout le monde, tous les gens, tout le temps. C'est vrai que moi, je peux pas m'en empêcher. C'est que quand je rencontre quelqu'un, je suis toujours là. C'est bien, j'ai réussi à parler de mon projet. Je me suis motivée. Peut-être que ça sera un contact. C'est horrible. Mais c'est vrai que c'est une passion, en fait. Donc, c'est vrai qu'on en parle constamment. Et l'idée, c'est que les personnes vont dire, c'est étonnant au départ, c'est « Ah, j'adore ton projet, j'ai envie de t'aider », alors qu'on lui a rien demandé. Et je trouve ça génial. Et donc, c'est vrai que j'ai pas tout de suite trouvé Enactus. Grâce à l'organisme Enactus, mon projet a fait ça, mais je suis passée quand même par une évolution quand même assez lente, mais ça a été quand même une évolution. En fait, c'était un enchaînement d'opportunités, je les ai saisies et j'ai pas peur du risque. J'ai beaucoup d'amis qui ont énormément d'idées, ils sont vraiment intelligentes, elles vont avoir du charisme, mais l'idée c'est qu'elles ont peur de rater. Et moi, je vois à chaque fois que je rate, en fait, quelqu'un pourrait voir ça comme un échec, mais vraiment, c'est la phrase bateau, mais moi, je vois vraiment ça comme un apprentissage. Donc, c'est normal au départ d'avoir des problèmes pour évoluer. Évidemment, c'est super de passer par un organisme, et alors là, on va faire des rencontres de professionnels qui ne sont pas dans le même domaine que nous. Mais je sais qu'à un moment donné, on va réussir à créer un réseau. Et du coup, ça m'amène à mon second cliché. C'est cette question d'échec. Est-ce qu'il faut se planter pour réussir, selon votre expérience? Il y en a qui ne se plantent pas, qui arrivent du premier jour. J'ai déjà entendu. Je dirais pas réussir, mais en gros, on est tous les deux à nos premières boîtes qu'on n'a pas encore plantées. Donc déjà, on croise les doigts, voilà. Je sais pas. Donc,
je pense qu'il y a des gens qui réussissent à monter un premier projet, une première boîte qui fonctionne dès le premier coup, quoi. Après, j'imagine que quelqu'un qui a quelques échecs dans les pattes, qui a une ou deux boîtes plantées et qui a encore le courage d'en relancer une, à mon avis, il est 10 fois plus puissant que nous, quoi. Parce que moi, quand je me dis, donc là, ça fait 3 ans que je bosse sur notre projet, et en gros, quand je me pose et que je me dis, ok, si je devais le relancer de zéro, sans avoir les infos, mais en ayant les apprentissages, est-ce que je serais plus efficace ? Et bien sûr qu'on serait beaucoup plus efficace sur plein de sujets. Donc en gros, si tu te relèves de ton échec, si tu arrives à repartir, psychologiquement et aussi financièrement, franchement, t'es gagnant, quoi. Voilà. Soit tu réussis, soit tu apprends. Je pense que c'est un peu cliché, mais c'est vraiment vrai, pour le coup. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est très ancré en nous, je pense qu'il est un peu lié en France en particulier, dans le système éducatif. Et on le voit, en fait, 62% par exemple des élèves qui échouent, qui ratent quelque chose, considèrent que c'est parce qu'ils n'ont pas de talent. Et c'est vraiment au-dessus de la moyenne des autres pays de l'OCDE. Donc ça, c'est un truc qui est très ancré en nous. Donc on a du mal à y croire, à ces dictons-là de soit tu réussis, soit tu apprends, à se rendre compte qu'en fait, toutes les plus grandes découvertes médicales, géographiques, culinaires, elles sont nées d'échecs d'abord. Il a fallu se planter plein de fois pour y arriver. C'est l'histoire de notre vie. On est tombé des dizaines de fois avant de savoir marcher. Et en fait, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut se relever de ses échecs, il faut apprendre. Mais expliquer à un enfant de 5 ans, quand il essaye de fermer son Bakugan ou qu'il a raté un des 5, c'est pas grave. Non, il est à fond énervé et c'est très compliqué à gérer. Donc c'est un apprentissage. Mais je dirais que peut-être pour pouvoir avoir le déclic plus tard et apprendre, justement, il faut remonter plus en amont et permettre à des jeunes, par exemple, c'est ce qu'on fait un peu dans les lycées, de vivre ce parcours, d'avoir cette première expérience déclic entrepreneuriale, de monter un projet d'intérêt général, un projet à impact ensemble en équipe, le faire plus jeune. C'est peut-être quelque chose, je ne sais pas si ça c'est vrai dans vos expériences, mais c'est quelque chose qu'on observe en tout cas nous. L'avoir vécu une première fois, c'est ce qui fait qu'on va oser le faire plus tard. Alors pas forcément l'échec, avoir vécu cette expérience-là en fait, dédramatiser en fait, apprendre à se dire qu'il faut tenter des choses et que c'est pas un échec en fait, c'est un apprentissage et que ça va permettre de monter d'autres projets par la suite qui vont potentiellement réussir. Ouais. Mais c'est vrai qu'on le voit bien en France, on a tendance à hyper valoriser les meilleurs élèves de la classe et plutôt à laisser de côté ceux qui sont un peu moins bons, dont ça me parle totalement. L'opportunité n'est pas venue tout de suite, et ça c'est hyper impressionnant. Mais au-delà de ça, sur la question de l'échec, je me demande, est-ce qu'on a des vies illimitées ? Est-ce qu'un entrepreneur peut échouer de façon illimitée, ou est-ce qu'au bout d'un moment, il faut réagir et changer de cap ? Je dirais que ça dépend en fait. Si on arrive à prendre du recul sur notre expérience, en fait, c'est réussir à se remettre en question. Je pense que c'est plus difficile avec les années d'expérience, puisqu'en fait, on se dit ça c'est acquis, maintenant je n'ai plus qu'à me concentrer sur ça. Je pense que non, en fait, quand on part de zéro, c'est vraiment difficile. Et je le vois bien, en fait, quand je vois des projets, à un moment donné, moi j'arrive, je suis jeune, et je vais dans le projet, je fais... Attendez, moi je vois tel problème. Vous êtes des personnes compétentes, vous avez votre opinion, vous avez votre expérience, c'est très intéressant. Par contre, moi qui suis jeune et qui n'ai pas tant d'expérience que ça dans l'entrepreneuriat, moi je vois tel problème, et je me rends compte que c'est vraiment intéressant quand on a un projet avec des personnes de différents âges, de différents domaines, pour pouvoir se relancer. Après, c'est ce que j'ai remarqué, mais peut-être j'ai pas assez d'expérience. Je suis trop d'accord avec toi. En fait, ce qui compte, c'est pas tant ce qu'on a réussi ou on a échoué, c'est le recul qu'on prend par rapport à cette expérience, par rapport à l'événement, vraiment, qui est considéré comme une réussite ou un échec. Et c'est de se dire finalement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui pourrait fonctionner mieux, qu'est-ce qu'on n'a pas fait mais qui pourrait fonctionner. Et nous, ça, c'est un truc qu'on fait même chez Enactus à un niveau plus micro. En fait, chaque événement, chaque action, on met en place un stop do start juste après. Bon, c'est un truc que j'ai découvert en arrivant chez Enactus. Mais je trouve ça génial. C'est le principe, c'est de s'interroger en fait après chaque action, chaque événement. On n'est pas en train de juger en fait avec la notion d'échec. On est juste en train de se dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait mais qu'on aurait pu faire. Qu'est-ce qu'on a fait mais il faut l'arrêter, donc ça c'est le stop, et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Et donc on est dans une optique juste de prise de recul et d'amélioration permanente. Ouais, vas-y. Moi je dirais en gros que pour moi le temps d'un entrepreneur est pas illimité. En gros on peut pas enchaîner, enfin c'est difficile d'enchaîner uniquement des échecs à moins d'être une machine super résistante quoi.
mais qu'en gros, mine de rien, on a tous globalement des contraintes dans nos vies. On peut pas passer 15 ans sur des projets qui n'émergent jamais, quoi. À moins d'avoir une réserve d'or quelque part et de s'en sortir, quoi. Mais c'est vrai que je me dis, en gros, nous, on monte une entreprise sans financement extérieur, donc en gros, forcément, on n'avait pas beaucoup de moyens au début pour lancer la boîte, et c'était un choix qu'on avait fait de ne pas chercher de financement extérieur parce qu'on avait un modèle qui pouvait fonctionner comme ça. Donc on a investi 0 et on a monté la boîte petit à petit. Mais c'est vrai que pour survivre, je pense vraiment qu'il y a quand même un peu une course contre la montre. Et que du coup, je pense aussi, et c'est un peu quelque chose qu'on dit de manière classique, mais en gros que l'échec est super acceptable, mais que quand même il faut avoir la présence d'esprit de se rendre compte assez vite qu'on va vers un échec. Et en gros, potentiellement pas avoir peur de couper quelque chose pour partir sur autre chose assez vite. Parce que moi aujourd'hui, dans ma situation aujourd'hui, je me dis, la boîte commence à marcher, mais c'est le démarrage. Et je sais que, en gros, même si ça commence à marcher, il faut qu'on continue à aller vite pour que ça puisse vraiment fonctionner, quoi. Là, je me sens pas du tout tiré d'affaire. Et en gros, je me pose souvent la question de savoir, ok, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus vite et voilà. Donc je pense qu'il faut réussir à... C'est bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est toute une question de mental. C'est vraiment comment gérer ses émotions, comment se dire voilà, je vais peut-être réussir ou pas, essayer de ne pas être influencé par son entourage, se dire tu penses que je vais pas réussir, mais moi j'y crois pas du tout. Et c'est vrai que se dire est-ce que je suis bornée ou est-ce que justement je devrais abandonner, accepter, et que je pense que c'est ça la difficulté. Ouais. Et ouais, super super compliqué de savoir à quel point on va dans une voie et en gros c'est une mauvaise voie et se dire j'arrête, ou alors non, à la fois les meilleurs entrepreneurs c'est ceux qui poussent à fond quelque chose jusqu'à ce que ça marche. Je pense par exemple Blablacar je la boîte à galérer, mais galérer quelque chose que la plupart des gens n'auraient jamais tenu jusqu'à ce que ça marche. Et il y a aussi des entrepreneurs qui sont aussi géniaux parce qu'ils ont su très vite se dire ok, ça c'est une mauvaise voie, je repars là-dessus, quoi. Et c'est vrai que après quand on est le nez dans le guidon à fond dans notre projet, est-ce que ce qu'on est en train de faire c'est la bonne direction, est-ce que c'est la bonne direction, c'est assez dur. On prend constamment des risques. Je trouve que c'est difficile. À chaque fois, moi, je remets en question mes actions et je me dis, voilà, si on continue sur ça, est-ce que mon équipe va suivre ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'ils vont justement se dire, c'est un objectif beaucoup trop vague ou beaucoup trop loin, on ne va pas réussir à l'atteindre. Donc à chaque fois, se dire, je vais le découper en plusieurs étapes. Ou est-ce que j'ai confiance en mon équipe, on peut aller directement là-bas ? C'est ça la difficulté quand on gère un projet, c'est une question de mental, mais c'est aussi se rendre compte que on a une équipe derrière et qu'il faut savoir s'appuyer sur eux. C'est très ça, c'est des compétences managériales, entrepreneuriales, et c'est des compétences qui sont essentielles et que du coup vous avez la chance d'avoir saisi cette opportunité, mais de le développer pendant vos études, alors que d'autres vont le développer plus tard sur le marché de l'emploi et du coup d'être mieux équipés en fait pour démarrer. Pour intégrer ce marché de l'emploi. Complètement. Et du coup, ça me fait penser, pour aller sur un nouveau cliché, on a souvent l'impression que l'entrepreneur, c'est un peu le roi du château. Tu dis, est-ce que mon équipe, est-ce qu'on est assis sur un sac d'or Est-ce que c'est ça, être entrepreneur, c'est être le roi d'un monde et d'avancer sans concession ? Alors, est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu agis comme ça ? En fait, je pense qu'une des raisons d'entreprendre en général, quand on demande à quelqu'un pourquoi tu crées ta boîte, pourquoi tu veux être entrepreneur, c'est en général de dire moi je veux être libre, je veux prendre mes propres décisions, pas avoir de chef. Et c'est en partie vrai, en partie totalement faux. Donc voilà. En gros, forcément, je pense que. Alors, moi, j'ai pas d'expérience dans une boîte, j'ai peu d'expérience dans des boîtes classiques, donc j'ai quasiment que créé ma boîte. Donc en gros, je sais pas exactement à quoi ça ressemble d'être dans une boîte classique. Peut-être tu pourras nous dire, mais en gros, j'imagine que quand on crée sa boîte, on sent que les décisions vont plus vite, on sent qu'en gros, on se pose 10 minutes tu te poses avec ton associé, tu réfléchis et tu décides. Il y a pas de. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va beaucoup plus vite. Donc tu te sens à la fois un peu maître du château parce que les décisions vont vite, mais à la fois tu es responsable de tout le château, quoi. C'est-à-dire que c'est toi qui fermes la grille, c'est toi qui gères tout ton château, et surtout aussi quand ton château commence à brûler, parce qu'il y a un problème quelque part, et nous on envoie nos enveloppes, à un moment donné on se rend compte qu'il y a un problème,
dans chaque enveloppe, il y a une photo qui ne devrait pas y être et tout est inversé, quoi. Bah, tes vacances, tu les annules et tu prends une semaine pour ouvrir toutes les enveloppes et tout changer, quoi. Et c'est toi qui le fais parce que c'est ta boîte et si tu le fais pas, personne ne le fait. Donc en gros, tu es à la fois le maître du château, mais tu es aussi, c'est une vraie charge, c'est-à-dire que c'est ta responsabilité que tout tourne. Et pareil, quand tu crées ta boîte, oui, tu es libre, oui, c'est ton projet, oui, par exemple, je peux un peu décider de je travaille à distance, je travaille pas à distance, je fais un peu ce que je veux au jour le jour. Mais d'un autre côté, si demain, je me rends compte qu'en fait, créer ma boîte, c'est plus quelque chose qui est bon pour moi, parce que il me faut un autre équilibre ou quoi, mes potes qui sont dans des boîtes, s'ils veulent quitter leur boulot, c'est quand même, en 2 mois, c'est plié, ils changent de boulot. Grosso modo, c'est possible. Quand c'est ta boîte, c'est différent, je pense. Donc, Tu es un peu l'esclave de ton projet. Ouais, carrément. Moi, c'est souvent c'est la différence qu'on voit et que nous raconte la vraie différence entre les entrepreneurs et d'autres postes, peut-être plus avec une feuille de route très claire, un poste très précis. C'est qu'effectivement, tu es totalement libre de démarrer ta journée avec un rendez-vous prospect, un problème juridique, une négo avec ta banque, un plan strat. Enfin, tu te lèves, tu t'installes, tu sais pas par quoi tu vas commencer. Et ça, c'est vrai, c'est la vraie différence, c'est d'avoir un plan d'action qui est moins précis, moins structuré. Et ce qu'on voit souvent, nous, c'est que effectivement, c'est ça, c'est une des difficultés vraiment qu'ont les étudiants entrepreneurs ou les entrepreneurs plus globalement, c'est structurer tout ça, s'organiser, prioriser. Et c'est là où parfois, ça fait du bien d'échanger avec quelqu'un, d'avoir un peu un regard miroir, une personne extérieure pour faire un point, mettre tout à plat et se dire « Ok, c'est quoi ma priorité là aujourd'hui ?» Si le château brûle, oui, il faut s'en occuper tout de suite. Mais après, je dois aussi pouvoir travailler les projets de long terme en même temps que gérer les petits trucs opérationnels immédiats. Et donc bien reposer tout ça, c'est utile. Oui, je comprends tout à fait, oui. Ouais, en tout cas, ça me parle, oui. Et moi, je dirais qu'en tant que porteuse de projet, j'aime pas l'idée de dire roi, reine ou... Bon, je sais pas quelle métaphore on va utiliser, mais j'aime pas dire mon projet, je préfère dire notre projet. L'idée, c'est que, ok, je vais être la présidente de mon projet, je vais gérer des personnes. Par contre, je ne suis pas supérieure à ces personnes-là. Justement, moi, mon but, c'est de les monter en compétences. En fait, c'est un véritable échange. Et je pense qu'un projet ne peut que réussir si on prend vraiment en compte ces personnes-là. Et voilà, j'aime pas ce genre de métaphore. C'est vraiment, on est une équipe. Je suis pas une mascotte ou je suis pas la reine. Ça me plaît pas du tout. C'est pas le genre de projet que j'ai envie de faire. Ça me plaît pas du tout. Et je disais aussi, faut pas avoir peur que le château brûle. Je vais rester sur cette lancée-là. Parce qu'en fait, c'est pour revenir sur la notion d'échec et de réussite, mais rien n'est perdu. Vraiment, c'est pas grave si ça rate, parce qu'il faut vraiment pas avoir de la peur de l'échec, parce que ça va venir forcément. Enfin, mais ça sera pas, ça peut être conséquent ou pas du tout, ça sera peut-être un petit risque, il y aura peut-être toujours une notion de l'échec, donc autant l'accepter et se dire, bon bah voilà, je profite de mon projet, j'irai le plus loin et je reste positive. Il faut vraiment garder la bonne humeur, sourire et savoir gérer ses émotions. Et je pense qu'on peut que réussir comme ça. Et bien s'informer. C'est vrai que quand on va regarder des émissions, on va dire « Oh là là, bravo, vous avez réussi, vous avez fait une levée de fonds, vous êtes fantastique, vous parlez super bien, vous regardez au loin. » Mais en fait, on ne se rend pas compte aussi que c'est difficile, qu'il faut savoir quels sont les risques qu'on va prendre. Et vraiment, si à partir du moment où on accepte qu'on peut rater, je pense que ça change tout aussi sur « Ok, en fait, ce que j'entreprends, il y a des risques, je peux très vite être dans la mouise. » Enfin, donc, on a vraiment un sentiment de « il faut que je survive, j'ai besoin de ce besoin, il faut que je donne tout. » C'est pas un plan B, c'est pas un plan C, c'est un plan A. C'est peut-être un plan A qui sera en parallèle d'un autre projet, mais je pense qu'il faut vraiment avoir la notion de garder cette notion de besoin. Je pense que c'est vraiment important pour pouvoir s'impliquer. Je pense qu'on dit souvent il faut arrêter le projet qu'on a en parallèle pour pouvoir s'investir là-dedans. Je sais qu'il y en a, par exemple, s'ils ont envie de monter une entreprise, ils vont rester salariés, je ne sais pas, pendant 3 ans, et après ils vont se dire, bon, vas-y, j'arrête ce métier-là et je me lance. C'est ce qui est de plus difficile, en tout cas d'après ce que j'ai lu, mais c'est ce qui est aussi nécessaire.
parce que c'est vraiment très important. Moi, en dentaire, nous, c'est totalement ça. En fait, je vais avoir un cabinet libéral. Je vais gérer comme une équipe. En fait, j'ai l'assistante dentaire. Il faut que je garde des liens avec les gens avec qui je vais travailler. Le prothésiste dentaire, je vous fais un petit résumé de mon métier. Comme ça, faites dentaire, c'est magnifique. Mais voilà, et l'idée, c'est que... nous, on va avoir nos études sur 6 ans, mais voilà, tout ce qu'on apprend, c'est une base. Mais une fois qu'on va lancer notre cabinet ou on va travailler en collaboration avec l'un de nos confrères ou consoeurs, on sait pertinemment qu'on a plein de choses à apprendre, qu'il va falloir continuer de faire des formations. C'est imposé aussi par le Conseil de l'Ordre. Donc, on sait qu'on n'est jamais parfait. Quand on a 50 ans, on a encore quelque chose à apprendre. Quand on a 60 ans, vraiment pour tout âge. Et donc voilà, faut pas avoir peur de l'échec et il faut pas se dire je suis le roi de mon projet parce que c'est que comme ça qu'on peut rater. Parce que ça veut dire en fait je suis roi ou reine de mon projet ou de mon château, je suis seule. Et on peut rater parce que l'idée d'un projet c'est des échanges, faire des rencontres et voilà, faut pas oublier ça. C'est vrai. Merci, je crois que c'est un beau message Avec plaisir. de soutien et plein de d'amour. motivation. Et justement, tu parlais de tes études. Et juste avant, on parlait de l'égalité face à ces réseaux d'accompagnement, etc. Et du coup, je me demande si... est-ce qu'il faut avoir fait des grandes écoles pour être entrepreneur Ou avoir des bonnes notes. Et avoir des bonnes notes? Alors on va parler de mon profil. Clairement, je n'avais pas de bonnes notes. Quand je me suis lancée dans le concours de médecine, tout ce que je pouvais me raccrocher, c'est qu'en CP ou en CE1, j'avais TB++ en poésie. C'était vraiment ça. On va dire, j'avais pas confiance en moi et j'arrivais pas à prendre du recul par rapport aux personnes qui m'entouraient. C'était des monstres. C'était vraiment des gens que je respecte beaucoup. Pour moi, c'était des génies. Et j'avais vraiment du mal à me dire, bon bah voilà, t'es dans une assez bonne école, il faut que tu continues. Et quand je me suis lancée dans le concours de médecine, c'est vraiment, on teste ton mental. C'est vraiment, tu vas connaître tes limites, comment ton corps en fait fonctionne. Et finalement, moi je partais de rien en fait. Quand on se lance dans ce concours-là, on a une certaine base, mais ça ne veut pas dire que je vais réussir mon concours. Tout le monde travaille. C'est ça la difficulté, je le vois dans la compétition, c'est que tout le monde travaille, tout le monde va aller à la bibliothèque tous les jours. Par contre, si j'ai réussi, parce qu'en fait, c'est parce que j'ai ma famille derrière, franchement, je leur dois tout. Capital social. C'est ça, c'est très important. J'ai réussi à me trouver une binôme. On s'est motivés toutes les deux, c'est-à-dire qu'elle me dit oui, je suis en train de pleurer, j'y arrive pas. Je fais bah vas-y, pleure sous la douche, ça aide. Enfin, c'est vraiment on essayait de vraiment mélanger la notion, voilà, la vie professionnelle, mais aussi la vie privée, puisqu'en fait, quand on travaille avec quelqu'un, c'est pas juste un professionnel, c'est pas juste un étudiant, c'est vraiment une personne. Et je me suis vraiment déchaînée dans ce concours, parce que c'est à cause de ce concours que je suis devenue épileptique. C'est très sympa, oui. Mais ça en valait la peine, puisque au final, si j'ai réussi, c'est que je me suis vraiment remise en question, que j'ai pas eu peur de prendre des risques. Peut-être j'en ai eu, mais finalement, maintenant, avec mon épilepsie, j'ai un traitement, il n'y a aucun problème. Et j'étais bien entourée, et tout ce que j'avais en fait autour de moi, j'ai pu le voir, et j'ai pu les solliciter. Et je pense c'est ça qui est important. Et Pierre-Hugues, par exemple, dans ton parcours, quelle école tu as faite? Alors moi, je suis bien placé. En gros, on pour en parler, on est 3 associés à créer la boîte. On est 2, on s'est rencontrés à HEC, en gros. Et le 3e, Peter, qui est notre CTO, lui a quitté sa fac d'informatique au bout de 6 mois, je crois, donc, et pour créer sa boîte d'informatique, en gros. Donc, non, pas par la Papy, il a 37 ans aujourd'hui, donc il a fait pas mal de choses avant par la Papy. Différents profils au sein d'une même boîte. Donc on a des profils super différents. En gros, moi je dirais que ce qui est un avantage, en gros, ce qui fait que parce que dans les statistiques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont montées par des gens qui sont issus des grandes écoles. Je pense que c'est un peu ça le postulat de ta question. Mais pas que. Même au global, il n'y a que 15% finalement des créateurs d'entreprises qui ont un bac+5. Et donc la majorité, finalement, 54% des créateurs d'entreprises ont un niveau, n'ont pas de diplôme, ont un niveau CAP, bac. Donc je pense que c'est. Ouais, en fait, je pense que c'est. Oui, voilà. Mais c'est vrai que je dirais dans le monde des entreprises qui vont être très visibles médiatiquement avec des levées de fonds, des machins, c'est vrai que souvent tu finis par retrouver que ce gars était à Polytechnique, cette fille était à HEC, voilà. Et je pense qu'en gros, si ça, j'ai pas les chiffres en tête, mais si c'est vrai, je pense que c'est en partie parce que, en gros,
dans ces écoles-là, on te dit vous êtes fort, vous pouvez y arriver. Donc en gros, on te réassure sur le fait que tu as la capacité de le faire. Donc en gros, ça je pense que c'est vrai et voilà, et c'est très probablement ce qui manque peut-être ailleurs et ce qu'il faudrait insuffler ailleurs, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit le cas. Je pense que les bons entrepreneurs, c'est pas des gens... Justement, les 15% qui ont Bac+5, je ne sais pas combien il y en a qui viennent de l'école de commerce, mais c'est vrai que ça doit être assez important. Ben justement, moi j'ai une dernière question avant de malheureusement conclure. Enactus, quelle diversité vous voyez dans les étudiants que vous accompagnez et comment vous faites en sorte justement de jouer sur cette diversité dont on a besoin aujourd'hui pour créer différentes entreprises et accompagner à tout ce changement? Nous, on voit des profils hyper variés et justement, on parle de l'envie d'entreprendre, de ce dont Léa a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui finalement touche chacun, qu'est-ce qui nous donne envie de nous engager, en particulier dans l'entrepreneuriat social. Et on a des profils super variés. Je pense par exemple à un autre projet Alumni que vous connaissez peut-être qui s'appelle Drepaker, un projet qui a été monté par 3 filles, Anouchka, Myriam et Laetitia, qui n'étaient pas du tout en grande école de commerce, mais qui étaient en études de santé. Et elles se sont lancées en étant accompagnées. On a aussi Alexandre, qui est un biologiste au départ, donc je pense qu'il était en fac de biologie, qui a monté ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'appli Phoenix Anti-Gaspi. Donc voilà, on voit des profils super variés. Après, c'est sûr que justement, le but de programmes d'accompagnement comme les nôtres, c'est de permettre à chacun, quel que soit son profil, finalement, d'acquérir d'avoir cette opportunité d'être accompagné, d'avoir accès aux ressources, aux outils, au coaching des professionnels qui vont faire qu'on va pouvoir réussir dans ce projet-là, qu'on ne va pas renoncer. Et je dirais que même on a besoin de travailler plus en amont et vraiment justement auprès des lycéens, des plus jeunes, dans le secondaire, créer ce déclic-là aussi, leur faire prendre conscience qu'ils peuvent non seulement avoir conscience des enjeux socio-environnementaux, mais aussi qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent faire partie de la solution et monter des projets d'économie sociale et solidaire, d'entrepreneuriat social. Ça, c'est vraiment notre but. Notre rêve, que chacun puisse vivre cette expérience-là pendant sa scolarité pour qu'en fait, il y ait cette égalité des chances entrepreneuriales qui fait qu'on a acquis cette capacité à oser, à avoir confiance en soi et plus tard devenir entrepreneurs qu'ils sont. Et on l'espère. En tout cas, merci. Je crois que c'est une belle phrase qui regroupe tous les clichés qu'on a essayé d'aborder ici. Et je crois que ça donne à réagir. Donc, je vous remercie chacun, chacune. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour débattre, justement. Merci. Aviva.